Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle étape du Tour d'Italie. On va attaquer la présentation de l'étape numéro 8, étape intéressante, première arrivée au sommet. Est-ce que ça nous donnera pourtant une course intéressante du côté du classement général? Ça va être la grande interrogation du jour. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, mais surtout quels sont vos favoris pour cette étape. Est-ce que vous pensez que cette journée peut être intéressante du côté du classement général? Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche et cliquer rapidement dès la mise en ligne des vidéos. Je vous précise également que à partir d'aujourd'hui, donc les débriefs, déjà la veille, les débriefs arriveront le soir, les présentations le matin, mais bien entendu, on va rattraper le retard. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des débriefs notamment de l'étape 4, de l'étape 5 et donc de l'étape 6 également qui vont arriver. Donc voilà, on va rattraper les 3 étapes que l'on n'a pas fait vont arriver sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Normalement, d'ici lundi, tout sera bon. On sera à jour du côté de cette première semaine. Journée très intéressante du côté de cette étape 8. Après une semaine de compétition, on va pas se mentir, ça a été mollasson ce début de Tour d'Italie entre l'étape neutralisée du côté de Naples. Une journée avec un seul coureur en échappée, des étapes en Albanie. Heureusement qu'il y a eu le premier jour en Albanie même. On a eu du vrai spectacle et le contre-la-montre également du côté de Tirana où c'était assez serré du côté du classement général. C'est vrai que ce début de Giro est mollasson, pour pas dire plus, du côté de cette semaine. Et après une semaine de compétition, on aimerait bien avoir une première étape véritablement pour les leaders du classement général, mais en même temps on se dit qu'on est encore tôt dans la course et que c'est peut-être une étape idéale pour une échappée. Jusqu'à maintenant elles n'ont pas réussi à aller au bout, ces échappées, à chaque fois reprises dans le final des étapes. Mais là, ça va être la grosse interrogation de savoir est-ce que ces étapes, est-ce que ces montées également du côté du parcours vont enfin être intéressantes. Donc c'est vrai que du côté de cette étape 7, parce que je dis depuis tout à l'heure que c'est l'étape 8 alors que c'est l'étape 7, eh bien c'est ça qui va être intéressant, c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à aller au bout du côté d'une échappée, parce que on va avoir des zones de transition assez longues entre les différentes difficultés. La difficulté pour moi, l'une des difficultés les plus compliquées de la journée est quand même assez loin de l'arrivée. On est à plus de 80 km de l'arrivée. Et puis, on se retrouve également vers des montées qui ne sont pas non plus des montées extrêmes. Alors le Monte Orano est un petit peu plus compliqué, il y a un peu plus de pourcentage. Sur le final également on a des pourcentages, mais c'est vrai qu'avant on est sur des montées qui sont, on va le dire, assez classiques. Donc ça va être intéressant de voir est-ce que on peut avoir une victoire d'une échappée et avoir, on va dire, une course 2 en 1, ou est-ce que les leaders vont vraiment se battre du côté de cette étape. Donc ça va être la grande interrogation du côté de cette journée pour savoir est-ce que ça va aller au bout ou pas du côté de cette étape. Mais il va falloir vraiment faire attention. Dénivelé positif de cette journée, eh bien on est sur 3457 mètres. C'est l'étape de montagne la plus simple techniquement de ce Tour d'Italie. Et on regarde tout de suite le parcours de cette journée. Donc entre Castel di Sangro et cette arrivée
Donc du côté de Tagliacozzo avec cette montée de 11 km 900, donc début de journée avec cette montée de Roccaraso, 7 km 8 à 5,8 de moyenne, côte de troisième catégorie, en sachant que c'est techniquement la côte la plus simple du parcours, vu qu'on aura deux côtes de deuxième catégorie et une côte de première catégorie au programme. Cette montée du côté de Roccaraso, on la regarde tout de suite, vous le voyez. Un passage à 9,5% pendant 1 km entre le km 4 et le km 5. Et en fait, cette montée, elle est compliquée sur la première partie. On voit entre le km 1 et le km 5. On a notamment un passage également à 8,3%. Et sur la suite, eh bien, ça devient beaucoup moins compliqué. Le temps Strava de cette montée, c'est toujours intéressant de savoir les records Strava du côté de la Salita Roccaraso. Alors sur Strava, le segment fait 6 km 47 du côté de cette montée. Et le record est détenu par un certain Alejandro qui l'a fait le 17 avril dernier. Un coureur Alejandro Caleras qui fait partie de la Petrolite qui semblerait et qui a fait un temps de 16 minutes 05 à 24,2 de moyenne. On a également Alessandro Fancelou qui avait fait 16,15 ou encore un Jan Boswell, pour ceux qui se souviennent, ancien coureur de la Sky, qui lui avait fait 16 minutes 29. Voilà, du côté des temps des coureurs du côté de cette montée à Roccaraso. On poursuit avec la descente de la Forchetta du côté, on passe par la Forchetta pour descendre pour arriver du côté de Sulmona où on aura le sprint intermédiaire. Sur cette première partie de journée au niveau de l'état des routes, si on devait signaler certaines choses, eh bien on aura des routes italiennes, on va dire assez typiques de la région, c'est-à-dire avec un goudron assez ancien, qui est vieux, ça se voit à l'image, vous voyez, plus le goudron est gris clair, c'est-à-dire plus le goudron a été posé il y a longtemps, plus il est noir foncé, plus c'est un goudron récent. Ça permet de voir un petit peu quand les routes sont dans un état parfois un petit peu pas exceptionnel. Alors je dirais qu'on est sur ce goudron-là, ce type de goudron-là, je dirais qu'on est sur la moyenne de ce qu'on retrouve en Italie, malheureusement. Sur cette épreuve. L'approche du Monte Urano, à partir du sprint intermédiaire jusqu'au Monte Urano, c'est des traversées, on est en traversée de deux villes, donc il faudra faire un petit peu attention parce que ça risque d'être un petit peu costaud pour être bien positionné sur le Monte Urano. Donc c'est le Monte Urano où la deuxième partie de montée, la route a été refaite, donc la route est vraiment pas mauvaise sur la deuxième partie de montée sur les 2-3 derniers kilomètres de ce Monte Urano, côte de 4 km 6 à 9,2 de moyenne, kilomètre 70, c'est-à-dire qu'on sera à quasiment 98 km de l'arrivée sur ce Monte Urano, vous le voyez, un passage à 15,7% pendant 500 mètres, donc c'est extrêmement pentu, et vous voyez, la moyenne est à 9,3, il n'y a pas véritablement de passage facile du côté de ce Monte Urano, à part entre le kilomètre 1,5 et 2, où on est sur du 6%, sinon pour le reste, eh bien, on oscille entre le rouge très foncé et le noir. Donc vous savez qu'on est au-delà de 8% en moyenne sur cette montée. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et sur la fin, on a des ruptures de pente. Donc ça, c'est toujours compliqué à gérer pour les coureurs. Ensuite, on redescend. Faire attention à cette descente du Monte Urano. Alors sur la première partie, on a une route qui est très rectiligne. On va traverser ensuite un hameau, pas un village, un hameau. Je le précise, donc voilà, il y a 2-3 petites maisons. Et ensuite, ça devient beaucoup plus technique avec des routes beaucoup plus étroites et avec un état de route beaucoup moins bon. À partir de 96 km de l'arrivée, 96,5, on rentre dans un petit village. Alors on va dire contourner un petit peu ce petit village, mais il y aura quand même les maisons côté gauche
et le précipice côté droit. Et il faudra faire très attention à un virage à 95 km 500 de l'arrivée. On va avoir une barrière sur l'extérieur. Donc là, il faudra faire très très attention. Et ensuite, de nouveau, du goudron usé dans la montée de ce Vado della Forcella. Montée assez longue, ce Vado della Forcella, 21 km 500 à 3,6%. Les 5,7 derniers kilomètres, donc de cette dernière rampe. Là, on a un peu plus de pourcentage à 5%, mais ça reste très roulant comme col. Pas de grande difficulté sur cette montée, à part la longueur, mais même, on voit, il y a pas mal de passages où on est plus sur du faux plat montant que réellement sur des grosses difficultés. Je dirais le passage le plus compliqué, c'est peut-être entre le kilomètre 4 et le kilomètre 7, où là, on ne descendra pas en dessous des 6% de moyenne, mais sinon, c'est pas la montée la plus compliquée du parcours. On aura un deuxième sprint intermédiaire à Ovindoli, parce que le kilomètre Red Bull sera à Tagliacozzo, donc deuxième sprint intermédiaire, ce qui permettra de récupérer des points au kilomètre 115,5, et faire attention, à partir de Ovindoli, eh bien, la descente devient beaucoup plus compliquée. Alors déjà, la traversée de Ovindoli, c'est assez étroit, et entre 53 km de l'arrivée et 47, un enchaînement d'épingles où il faudra faire très attention sur ce début de descente avec pas mal de pentes. Donc vous savez, quand il y a pas mal de pentes, c'est toujours compliqué les freinages, parce qu'on a tendance à délester un petit peu de la roue arrière, ce qui peut provoquer des déséquilibres et des accidents. Donc il faudra faire très attention de ne pas mettre trop de poids sur la roue avant dans ces freinages, par peur que la roue avant chasse également et vous fassiez un accident. Mais vraiment, voilà, pendant 4-5 km, et ensuite sur la deuxième partie de descente, là ça devient beaucoup plus simple, beaucoup moins pentu déjà dans un premier temps, mais avec beaucoup moins de virages techniques. Et puis on arrive à Tagliacozzo pour le sprint Red Bull. On est sur des belles routes pour l'approche de cette montée finale. Pas de grandes difficultés. Puis ensuite, donc, à Tagliacozzo, le pied, qui sera donc le sprint Red Bull. Je rappelle, les secondes de bonification au pied de cette difficulté. Et ensuite, donc, la montée finale, 11 km 900 à 5,6 de moyenne. On la voit tout de suite, cette montée qui s'appelle également la montée de Marcia. La première partie, extrêmement roulant. C'est des routes en prise, mais c'est pas forcément extrêmement compliqué. Et sur la dernière portion de Marcia, beaucoup plus de pourcentage, avec notamment des passages à 10,3%. Donc c'est à partir de là où on essaiera de faire la différence. Sur la première partie, je pense qu'on ne devrait pas réussir à vraiment créer de gros écarts, de grosses difficultés. On a oublié de parler des temps Strava sur les montées précédentes. On va commencer sur la montée Urano, pardon. Le temps Strava sur cette montée, le record, c'est Joe Dombrowski, ça date de 2012. Ce record, 13 minutes 26 du côté du coureur américain. Ian Boswell lui avait fait 13 minutes 26 également. La moyenne en watts, 338 watts, moyenne en km/h, 16,2. Donc vous voyez que ça monte pas extrêmement vite. Bon, encore une fois, on est sur des temps de 2012, donc qui pourraient être améliorés peut-être par un coureur de l'échappée, parce que je rappelle qu'on sera assez loin de l'arrivée. De Valico della Forcella, et bien là, le meilleur temps date de 2024, du 11 avril. C'est Ravi Serrano, coureur de l'équipe Polti Visit Malta, qui avait fait un temps de 54 minutes 39 à 27,7 km/h de moyenne, c'est-à-dire que c'est très roulant, comme on peut le voir. Parmi les coureurs, on va dire connus, on a un Pavel Sivakov qui lui avait fait 54,45 à 301 watts de moyenne à l'époque du côté de Pavel Sivakov. Donc si une montée, ça sera compliqué de faire des écarts, parce que l'effet d'aspiration sera là à 27,7. L'effet d'aspiration commence à vraiment se faire sentir. Et puis la montée finale, donc de Marcia, 11 km 300 selon Strava, une montée peu empruntée. Le record est un certain Tirabassi,
peut-être comme le pilote de rallye, Brice Tirabassi, mais là c'est avec un A, qui en 2020 avait fait 31 minutes 25 à l'époque. Voilà. Et je n'ai pas de coureur extrêmement connu du côté des meilleurs temps, donc 31-25 à 21-6 de moyenne. Mais dès le troisième temps, meilleur temps de cette montée, on est plutôt aux alentours de 18,8 km/h. J'ai oublié de prendre le temps de la dernière portion parce que je l'avais sur Strava sur les 3 derniers kilomètres pour voir un petit peu quels étaient les temps des meilleurs coureurs du côté de cette montée pour voir voilà, si certains pourraient réussir à faire aussi bien du côté de la météo. Du côté de cette journée, on devrait avoir plutôt des conditions nuageuses, mais pour le moment sèches, selon la météo. Le vent, pas énorme, je pense qu'il il aura peu d'impact sur la course, même sur les sommets, parce que j'ai regardé au sommet de la montée de la Forcella. C'était pas très impressionnant jusqu'à maintenant. Après, encore une fois, on l'a vu aujourd'hui à Naples, la météo peut changer assez vite, mais normalement on ne devrait pas avoir de soucis de ce côté-là. Quand j'ai regardé à 12h50, voilà, parce que c'est à l'heure où j'ai regardé, il n'y avait pas de soucis du côté de la météo. Eh bien, on regarde tout de suite la portion histoire de ce Tour d'Italie. Du côté de l'histoire de ce Giro, eh bien, du côté des différentes montées à Castel di Sangro, ça sera le 5e passage du Tour d'Italie, dernier passage en 2023 lors de l'étape numéro 7. On y était passé également en 2021 lors de l'étape 9. Et puis en 2016 et 2008, du côté de cette ville de départ, Roccaraso là a connu des arrivées d'étapes, notamment en 87, en 80, avec la victoire d'un certain Bernard Hinault. Et puis Fausto Coppi également s'était imposé en 53 du côté de cette ville. La montée Urano, un seul passage, c'était en 2005, lors d'une étape qui arrivait à l'Aquila, qui avait été remportée par Danilo Di Luca devant Mario Bruseguin. Les difficultés étaient plutôt sur la première partie de journée. C'était même la dernière difficulté du jour à l'époque, le Monte Urano, sur une étape qui faisait plus de 220 km. Et puis du côté de la Vado della Forcella, et bien là c'est le premier passage du Tour d'Italie et du côté de cette montée. Et puis à Marcia, et bien ça sera également le premier passage du Tour d'Italie du côté de cette journée. On va revenir donc sur l'étape du Giro 1980, cette étape numéro 14 remportée par Bernard Hinault. Et ce jour-là, Bernard Hinault reprenait le maillot rose de leader qu'il avait perdu après un contre-la-montre vu qu'il avait remporté le prologue cette année-là, Bernard Hinault. Et donc il arrive à reprendre la tête du général en battant au sprint Vladimiro Panizza sur cette étape. Alors c'est pas là où il fera véritablement la différence, ça sera en toute fin de course où il arrivera comme ça à sortir dans l'une des dernières étapes de la course, étape 20, avec Jean-René Bernaudot. Il laissera même la victoire à son équipier de l'époque, Jean-René Bernaudot, mais c'est surtout sur cette étape-là où ils avaient mis 4 minutes à tout le monde. Mais lors de cette étape numéro 14, qui est peut-être un peu moins connu, qui est arrivé donc du côté de Roccaraso, eh bien il avait réussi à reprendre la tête du classement, enfin la deuxième place pardon du classement général. Il la reprendra quelques jours après du côté de Bernard Hinault, mais après voilà un petit passage une chouille moins bien du côté du coureur français. Il s'imposera sur ce Giro, ça sera sa première victoire sur le Tour d'Italie, parce que Bernard Hinault a remporté 3 fois le Tour d'Italie, et donc il était débutant sur la course. Et à l'époque, quand il arrive,
sur ce Tour d'Italie. Il a déjà remporté 2 Tours de France, un Tour d'Espagne également. Et cette année 80 qui sera marquée par ce titre de champion du monde après ses difficultés sur le Tour de France et son abandon et ce titre de champion du monde en France, là où se déroulera la course du côté de Sallanches. Ça sera en 2027 pour rendre hommage un petit peu à Bernard Hinault, avec un circuit qui sera extrêmement compliqué du côté de Sallanches en dénivelé positif. Je crois qu'on sera à 6000 mètres de dénivelé positif, ce qu'on n'a quasiment plus sur les courses modernes. C'était un peu plus habituel dans les années 80, mais là c'est vraiment plus habituel en 2025 et même plus tard, et ça risque de faire des très très gros dégâts. Du côté du cycliste du jour, eh bien, on va parler d'un cycliste italien, Vincenzo Mecco, qui est né sur le parcours de cette étape. Vincenzo Melo, toujours en vie, coureur. Alors sur une période très courte chez les professionnels, entre 62 et 1967, coureur italien qui a surtout fait une très très bonne année en 1962, où il avait réussi à porter le maillot rose du Tour d'Italie et être vainqueur de la 14e étape, même si il avait dû abandonner la course. Il faisait partie des meilleurs espoirs à l'époque. Il a même failli faire les championnats du monde, les Jeux Olympiques du côté de Rome, mais son frère était mort la semaine précédant la course, donc il avait décidé de ne pas aller sur cette épreuve. Ça fait partie des espoirs qui n'ont jamais confirmé Vincenzo Mecco, parce qu'après cette très grande année 1962, eh bien, ça sera beaucoup plus compliqué pour lui. Et il est connu en Italie, mais également au Québec, parce qu'il a pas mal couru sur des courses amateurs après sa carrière chez les professionnels, du côté donc de Vincenzo Mecco, donc un petit peu le régional de cette étape. Voilà pour cette journée du Tour d'Italie. La stratégie du côté de cette étape, eh bien ça va être la grosse interrogation, parce que on aura 2 possibilités. Soit on a vraiment une équipe de leaders qui décide de vouloir faire un grand coup et un peu de faire mal à ses adversaires. Ok, ça pourrait être une idée. Le problème, c'est que ça t'impose d'avoir le maillot rose très tôt dans la course. On est encore en première semaine. Et puis, si tu n'arrives pas à faire la différence, parce que c'est pas une journée où ça va être facile de faire la différence, bon ça va peut-être être compliqué d'aller chercher la victoire d'étape si t'as pas forcément le coureur le plus rapide, surtout face à Roglic. Imaginons que une équipe décide de faire ça, imaginons Storer décide de faire ça avec la Tudor, oui, mais face à Roglic ou Ayuso, il n'y en aura pas au sprint. Donc, et je vois difficilement Storer réussir à faire la différence sur cette étape-là. Et en même temps, je vois ni Roglic ni Ayuso, ni la UAE, décider aussitôt dans un Giro qui reste quand même assez indécis en termes de favoris, même si on s'attend à avoir un duel entre 2 coureurs, on peut se dire quand même c'est 2 coureurs qui ont des failles, qui peuvent faire des erreurs. Je les vois pas prendre tout de suite en main la course, parce que ça reste un peu problématique de vouloir prendre en main autant la course. Donc je me dis que c'est peut-être l'étape pour une échappée. Alors moi je pense que l'échappée, je vois au moins 8 à 12 coureurs, parce que je pense que tant qu'il n'y aura pas... Beaucoup d'équipes voudront être dans l'échappée. Que ça soit d'un point de vue stratégique, pour pas être obligé de rouler derrière, ou aussi d'un point de vue où leur leader n'est pas suffisamment bon pour aller chercher les meilleurs coureurs de ce Tour d'Italie. Et je pense que dans le peloton, on attendra la dernière bosse. On n'a pas besoin de partir avant. On attendra la dernière difficulté. Ça risque de monter fort par contre, dans cette dernière difficulté, pour faire l'écrémage. Et puis dans l'échappée, là aussi, ça se décomptera peut-être un petit peu dans l'avant-dernière montée, mais je pense qu'on perdra les éléments les plus faibles. Mais c'est vraiment là aussi dans
dans la montée finale où on fera la différence, je pense. Donc, en termes de stratégie, moi, je verrais bien une échappée, 8 à 12 coureurs, peut-être même un petit peu plus du côté de ce Tour d'Italie. Et puis derrière, eh bien, on verra du côté des boss dans l'échappée. On verra si ça se décantera. Mais je vois pas un leader du général tout de suite aller tenter de faire la différence. Et je vois pas une équipe vraiment rouler sur un énorme tempo pour tenter d'aller chercher la gagne. Donc du côté de mes favoris pour cette étape, eh bien je mets Cataneo. Parce que encore une fois, je le répète, mais Quick-Step n'a pas de coureur pour le général. Alors oui, Cataneo peut peut-être faire entre 15 et 20. Il y a peu d'intérêt quand même à faire entre 15 et 20. Donc je me dirais pourquoi pas Mattia Cataneo. Avec ses qualités de rouleur, c'est pas des montées non plus avec des trop gros pourcentages. S'il arrive à sortir de loin, ça peut être pas mal. Puis je rappelle que Cataneo, quand il était notamment chez Androni Giocattoli, c'était un coureur qui partait énormément dans les échappées. Donc ça reste un bon baroudeur de base, Mattia Cataneo. Woodpulse, toujours bon baroudeur, en forme sur le dernier Tour de Turquie. Coureur qui n'est pas forcément extrêmement suivi, donc pas très dangereux pour le classement général Woodpulse. Ça peut être intéressant. Je tente un Luis Mentis. Bah oui, si on est dans une échappée où pour le moment on n'aura pas les leaders du général, parce qu'en gros il n'y a aucun leader du général qui est distancé au général, à part Rensman, sauf qu'il a moins de 2 minutes à Rensman. Je pense qu'un Luis Mentis dans une échappée, ça ne sera pas considéré comme un coureur dangereux. Et puis, ça serait intéressant pour les équipes de leaders, un Luis Mentis maillot rose, parce qu'on sait Luis Mentis, il le gardera pas très longtemps, mais imaginons, il prend 5 minutes au général, 6 minutes, de toute manière, il va en perdre 3,30 dans le contre-la-montre. Donc ensuite, il le garde avec 1 minute 30, on sait très bien qu'avec 1 minute 30, il ne peut pas rester en tête du classement général, mais c'est son équipe qui est obligée de contrôler. Et donc, avant le début de la 3e semaine, on reprendrait le maillot, peut-être que le dimanche de la 3e semaine. Donc ça serait plutôt intéressant pour les équipes de leaders d'avoir un Luis Mentis avec potentiellement un maillot rose. Plus intéressant qu'un Pedersen. Voilà, je pense. En grosse cote, je mets quand même Roglic. Parce que je me dis, s'il est dans la même mentalité que sur le dernier Tour d'Espagne, où il avait été offensif sur la course, mais il faut rappeler également qu'à ce moment-là, Ben O'Connor avait 5 minutes d'avance. Donc j'y crois pas des masses, un Roglic vainqueur d'étape, mais on ne sait jamais. Moi je parie plus sur une échappée. Programme télé départ, 12h55, un sprint intermédiaire à 118 km de l'arrivée entre 14h02 et 14h09. Cette fameuse Monte Urano entre 14h34 et 14h46 à 98 km de l'arrivée. Le Vado della Forcella entre 15h30 et 15h49 pour le sommet. Pareil pour le Monte Urano, c'est pour le sommet à 63 km de l'arrivée. Donc entre 15h30 et 15h49 pour le Vado della Forcella. Arrivée prévue entre 16h59 et 17h30 du côté de cette étape. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve demain, 7h, pour la présentation d'une nouvelle étape. Et donc ce soir, pour le débrief de cette journée. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!